aujourd'hui tu vas nous parler du thème de l'alchimie. Oui, j'avais très envie de parler du thème de l'alchimie parce que je trouve que c'est un thème qui est très beau. Alors l'alchimie, je vais en parler de plein de façons différentes, mais surtout au niveau symbolique, hein. Je ne vais pas faire une étude historique de ce qu'est l'alchimie, mais on va dire c'est le symbole de... Enfin, j'ai l'image de cet alchimiste, cet homme qui est au Moyen Âge dans son laboratoire secret et qui prend des matériaux bruts, par exemple du plomb, et grâce à son savoir, ses connaissances, sa pratique, sa technique, il va réussir à transformer, à transcender ce matériau et le transformer en or. Ou il y avait d'autres techniques pour arriver aussi à faire de l'argent. Mais en tout cas, c'est cette idée de matériaux bruts euh, qu'on pourrait presque mépriser, du plomb, quelque chose comme ça qu'on rejette, qu'on n'apprécie pas énormément ou qu'on considère sans valeur. Et par l'intermédiaire du travail de l'homme, on arrive à transcender et à le transformer. Et c'est un thème que j'aime beaucoup parce que on peut l'aborder de plusieurs manières différentes. Et moi, j'aime l'aborder au niveau psychologique et spirituel. C'est-à-dire que ce travail de transformation, de transmutation, de transcender quelque chose, c'est quelque chose que l'être humain peut vivre à l'intérieur de lui-même. Donc c'est pour ça que ce thème-là m'est cher. Euh, pour aborder ce sujet, j'aurais envie de commencer de manière un petit peu originale en parlant de certains contes. Euh, je vais parler, je vais commencer avec l'amour courtois. L'image qu'on a de l'amour courtois au Moyen Âge, euh, l'image qu'on a, c'est de cet homme qui, lors d'une rencontre, découvre par le regard une femme et il en tombe amoureux. Souvent, c'est une femme d'un rang élevé. Il a cet a priori qu'elle n'est pas faite pour lui parce qu'elle est d'un rang élevé. Elle n'est pas accessible. Et dans l'amour courtois, il y a l'idée qu'il va quand même essayer. Il va essayer de pouvoir rencontrer cette femme, de conquérir son cœur. Et, et donc, il va essayer déjà dans la première étape de se faire remarquer par cette dame. Et à un moment donné, il y arrive et cette femme peut lui prêter un petit peu d'attention. Pas trop, hein, parce qu'à l'époque, on sait qu'il y avait de la pudeur. On ne montrait à peine un bout de cheville, que c'était déjà énormément. Et donc, ce chevalier, par exemple, donc, cette femme accepte de lui accorder un petit peu d'attention et elle va quand même l'encourager. L'encourager par un petit signe, ça peut être un foulard qu'elle va lui donner, ça peut être un petit objet qu'elle va lui donner, qui va lui dire ok, je te laisse une chance, je te laisse une chance. Et en fait, cet homme, ce chevalier, a comme mission, s'il veut conquérir la dame, de montrer sa valeur, de montrer que c'est un chevalier plein d'honneur, plein de courage, plein de force, plein de vertus. Il va devoir faire des preuves. Et donc, on peut avoir cette image du chevalier qui, voilà, qui fait sa révérence à cette belle dame et qui part à l'aventure. On peut l'imaginer dans la forêt, devoir vivre des initiations, des épreuves, des dangers, affronter des dangers, et cela pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, il revient victorieux auprès de sa dame. Donc on peut imaginer qu'il aura rencontré peut-être la faim, peut-être qu'il aura dû combattre contre des voleurs, qu'il aura peut-être rencontré des loups, des dragons, enfin on peut imaginer tout hein, au niveau du conte. Et c'est un homme qui voilà, va passer des étapes initiatrices et sa force va grandir, son courage va grandir, euh, son honneur va être mis en avant et il revient victorieux, on peut même l'imaginer en revenant avec la peau de l'ours sur son dos et se présenter, voire même déposer cette peau d'ours devant cette dame qui va reconnaître sa valeur et qui va pouvoir peut-être lui offrir son cœur et quelque part il aura mérité l'amour de cette femme. Alors ça c'est une vision, une lecture on va dire peut-être premier degré de ce qu'était l'amour courtois. Maintenant, on peut prendre ces histoires du Moyen Âge et en faire une lecture beaucoup plus symbolique. Une invitation pour chaque être humain
à devenir un héros. Euh, Là, on pourrait transformer alors ce chevalier qui rencontre, qui découvre cette femme du premier regard, il en tombe amoureux. Ça pourrait être le regard que pourrait avoir toute personne face à une quête élevée, une quête de connaissance, une quête d'atteindre un but élevé dans sa vie, de développer ses valeurs, d'atteindre un idéal au niveau de la qualité de son cœur, au niveau de la qualité de sa vie. Cette femme peut représenter la déesse de l'amour, mais elle peut représenter aussi la quête du soi, la quête de pouvoir contacter la partie la plus élevée à l'intérieur de chaque être humain. Et du coup, c'est une invitation pour chaque être humain à vivre une vie héroïque, en sachant il y aura des étapes, il y aura des initiations, il y aura des monstres à affronter. Et je crois que nous sommes tous invités à vivre la vie de cette façon-là, c'est-à-dire à la prendre presque comme une aventure et en sachant que si on accepte de vivre la vie de cette manière comme une aventure, en sachant qu'il y aura des moments d'initiation, qu'il y aura des épreuves difficiles, qu'il y aura des ennemis à combattre, qu'il y aura des difficultés à transcender pour arriver à quelque chose de plus élevé. Et pour moi, au niveau individuel, ça va être à contacter à l'intérieur de soi cette partie qui est élevée, qui est source d'amour, qui est source de joie, qui est source de grandeur intérieure, d'amour, de plénitude. Et et en fait, on peut tous devenir ce preux chevalier qui part en mission pour une grande cause. Alors, il y a on a cet idéal dans les romans courtois, mais au XXIe siècle, on a aussi, en tout cas récemment, dans le cinéma hollywoodien, on a beaucoup cette notion du héros qui doit affronter, enfin, qui doit vivre des initiations, qui doit affronter beaucoup d'étapes pour montrer sa valeur. Et j'aime bien pour ça des films comme Star Wars, où on retrouve en fait cette quête du héros, cette quête initiatrice. Alors bon, Star Wars, évidemment, c'est plusieurs films, plusieurs personnages que l'on suit au fur et à mesure des aventures. Euh, il y a entre autres le fameux Luke Skywalker qui, voilà, qui vit aussi ces différentes étapes d'initiation. Il y a une étape où, entre autres, il rencontre le fameux maître Yoda qui va le prendre un peu sous son aile et qui va le former, qui va lui permettre d'expérimenter davantage ce qu'est la force, de permettre de l'entraîner physiquement, de l'entraîner à devenir un guerrier. Mais pour moi, le guerrier, il est intérieur, extérieur. Qui le prépare aux prochaines aventures qu'il va expérimenter. Et donc on suit ce personnage-là dans les films. Donc il y a cette étape d'initiation et après il y a une étape importante qui est évidemment son positionnement face à son père, qu'il découvre son père qui représente quand même le côté obscur de la force et ça beaucoup d'enfants de manière symbolique doivent vivre ce passage initiateur de confrontation aux parents, de voir comment ils se situent par rapport aux parents, comment on vit par rapport à la tentation de basculer du côté obscur de la force. Et après, bon, si on suit Luke Skywalker, il y a plusieurs aventures, plusieurs combats, plusieurs rencontres d'ennemis à combattre pour devenir un héros, voilà, qui va être le héros de la résistance, qui va être reconnu par ses pairs et devenir un exemple. Et voilà, c'est un exemple de héros qu'on retrouve beaucoup dans les films actuels, les films notamment américains, où il y a toujours cette notion du héros qui grandit, qui est initié, qui vit des expériences où il doit affronter les forces du mal pour pouvoir se renforcer, enfin, il doit faire preuve de courage. Et voilà. Et même sa rencontre avec son côté obscur en Bien, lui-même. exactement, oui. Pendant l'initiation, je crois, avec Maître Yoda, effectivement, où il va rencontrer son propre lui. Exactement. Et ça, c'est chouette que ces aspects-là, qui sont vraiment psychologiques,
et spirituel soit montré dans ce genre de film, parce qu'en effet, pour ce personnage-là et d'autres, on voit le combat intérieur que l'on vit tous entre la rencontre de nos aspects lumineux et la rencontre avec nos aspects plus sombres et qu'est-ce qu'on en fait de cette rencontre, est-ce qu'on se laisse happer par le côté obscur qui est un peu le côté de la facilité, le côté involutif, ou est-ce qu'on a le courage d'affronter nos ombres intérieures comme nos ombres extérieures pour transcender l'expérience. Et ce héros, en fait, on peut vraiment tous expérimenter la même chose, c'est-à-dire qu'on est tous, du moment qu'on s'incarne sur Terre, on est tous invités à vivre une initiation intérieure, on est tous invités à affronter des ennemis qui ne sont pas seulement extérieurs, mais qui sont intérieurs. Et si on fait confiance à la force, si on la sent à l'intérieur de soi, on peut vraiment transcender les expériences pour en retirer de la force, pour en retirer de la joie, pour en retirer j'ai envie de dire, une puissance intérieure. Alors, j'ai pris ces deux exemples très très symboliques, hein, que j'ai repris un peu de manière caricaturale, mais en fait, j'en ai parlé pour parler du thème de l'alchimie. Et pour moi, le travail alchimique, alors c'est le travail que vit ce preux chevalier qui, tout au long des épreuves, euh, il va évoluer, il va se transformer, il va acquérir plus de force, il va acquérir plus de vertu. Et la même chose avec le héros de Star Wars qui, au fur et à mesure des expériences, il devient plus fort, il y a de plus en plus de force en lui, il maîtrise de plus en plus ce qu'il est, sa force et tout ça. Et individuellement, cette alchimie peut être vécue de la même façon, c'est-à-dire que toutes les expériences de vie vont nous confronter à des difficultés extérieures, mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur de soi, on va expérimenter des blocages, des peurs, on va expérimenter des limitations internes, on va expérimenter de la noirceur, on va expérimenter des défauts, des choses en fait qui quelque part tirent le vers le bas, mais dans le sens des choses denses qui sont à l'intérieur de nous. Et par le travail alchimique dont je vais parler tout à l'heure, on va faire comme cet alchimiste, on va permettre que tout ce qui est dense en nous, tout ce qui est lourd, tout ce qui est souffrant peut être transformé en quelque chose de léger, de lumineux et de joyeux. Alors moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup en thérapie, au niveau du travail d'accompagnement que je fais et au niveau psychique. Et là, je m'inspire entre autres des écrits de Carl Gustav Jung, qui a décrit aussi ces processus alchimiques. Et pour lui, ce travail d'alchimie était nécessaire pour arriver à ce que lui appelait l'individuation, en tout cas à la réalisation du soi. Et pour moi, cela implique d'aller rencontrer en soi tout ce qui est, de manière symbolique, tout ce qui est sombre, tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est lourd, tout ce qui est chargé. Parce que c'est vrai qu'on aimerait se voir tous individuellement comme des personnes, hein, et notre ego aimerait vraiment qu'on se montre au public sur notre meilleur jour avec nos qualités. Moi, je suis gentil, je suis généreux, je suis dans le partage, je suis, etc., etc. Et on a beaucoup de difficultés à se voir l'autre facette, avoir l'autre facette qu'il y a en nous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a aussi des tentations d'être dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'abus, dans l'égoïsme et tout ça. Pourtant, l'être humain, il a toutes ces facettes. Et donc, si on veut se sentir déjà en paix avec soi-même, mais aussi qu'on veut se sentir plus léger, plus joyeux, il y a déjà à s'autoriser à aller voir ces aspects à l'intérieur de nous. Et j'en parle parce que c'est quelque chose que je pratique beaucoup en thérapie, parce que les personnes qui viennent chez moi ont beaucoup de difficultés aujourd'hui au niveau psychologique. En France, je le rappelle encore, on est quand même les champions du monde en prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Ça implique quand même
enfin, ça dit beaucoup de notre société, c'est-à-dire qu'il y a une grande détresse psychologique, psychique chez les Français, mais bon, c'est au niveau occidental. Il y a énormément de souffrance, les personnes sont en dépression, en angoisse, il y a beaucoup de burn-out, il y a des TOC, il y a des psychoses, il y a des choses, il y a la bipolarité, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, ce que j'observe, c'est que avec l'outil que j'utilise, dont je parlerai peut-être plus tard, mais en tout cas, le travail que je fais, c'est d'aller explorer avec la personne ce qui se passe au niveau de sa conscience, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui se passe dans sa psyché. Et c'est lorsque la personne, euh, lorsque j'accompagne la personne pour aller explorer avec elle ses parts d'ombre, que déjà c'est déjà une première chose d'aller explorer les parts d'ombre, mais bien sûr il faut aller au-delà de ça. Donc on explore les parts d'ombre, on les rencontre, on a ce qu'on appelle en psychanalyse la dialectique, cette rencontre face à face avec l'ombre qui nous compose. Et cette dialectique est extraordinaire parce que vraiment, c'est l'image de je descends dans la caverne, je descends au plus profond de moi et je me retrouve face au dragon qui au début me fait peur, me terrifie. Mais si je me place face à lui et je le regarde vraiment dans les yeux et que je suis là dans ma force intérieure, le dragon, à un moment donné, perd toute sa force. Il perd toute sa force, il ne m'attaque plus, il s'effrite presque devant moi. Et, ce qui est dit en psychanalyse, c'est que l'archétype qui était à l'intérieur de nous peut se transformer, il peut devenir fonction. C'est-à-dire que ce qui se passe en thérapie, c'est que le dragon intérieur qui avait une influence néfaste sur moi, il perd complètement de sa force, il perd son emprise sur moi, il devient presque le petit toutou gentil à côté de moi qui au contraire va devenir mon guide et mon ami. Et donc moi j'accompagne beaucoup les personnes à ce niveau-là, c'est-à-dire à oser descendre à l'intérieur, aller rencontrer les ombres intérieures, les monstres intérieurs, tout ça. Alors bien sûr on y va à reculons, hein. Beaucoup de personnes qui viennent chez moi la première fois sont là, je veux bien faire ce travail mais j'ai peur, pas de problème. On descend ensemble, on va rencontrer ces monstres intérieurs qu'on a absolument tous, hein, qui sont les nôtres ou ceux qu'on a hérités de nos ancêtres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en allant rencontrer ces monstres intérieurs, en ayant cette dialectique qui n'est absolument pas violente du tout, les monstres disparaissent et tout d'un coup, au niveau de la psyché, ça commence à s'alléger de plus en plus et ainsi, la personne peut petit à petit se libérer de ses angoisses, de ses peurs, de ses obsessions, de ses habitudes toxiques et néfastes. Et en fait, pour moi, le travail d'alchimie, il est là. Il est dans vraiment, parce que j'accepte de descendre dans la noirceur, parce que j'accepte de descendre en moi, d'aller voir tout ce qui est en moi, c'est-à-dire il y a des aspects lumineux, mais il y a des aspects obscurs, qui ne sont pas forcément négatifs, mais qu'on pourrait appeler obscurs. Et bien, juste cette rencontre va permettre la transformation et va faire que ma psyché va s'alléger et donc que tout ce que je suis va s'alléger. Alors, est-ce que quand l'archétype se transforme et qu'on est de nouveau confronté à une même situation qui avant, en tout cas, nous faisait angoisser, si c'est dans une hypothèse de phobie, par exemple, Oui. euh, ça ne donnera plus la même chose. Ça donnera absolument plus la même chose. Moi, j'ai des personnes qui sont venues chez moi et qui étaient phobiques, et, et les phobies disparaissent. Les phobies disparaissent parce que la phobie extérieure est en résonance avec quelque chose à l'intérieur, euh, qui se présente souvent à nous de façon symbolique. Lorsque ce quelque chose s'atténue, disparaît ou se transforme en autre chose, l'événement extérieur qui déclenchait la phobie ne déclenche plus cette phobie. Et, et c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est ça l'alchimie. Parce qu'il y a plus à l'intérieur quelque chose qui résonne avec ce qui faisait peur à l'extérieur. Voilà. Et cette alchimie, pour moi, elle est nécessaire pour se sentir bien. Et elle va permettre aussi, alors là je vais prendre une autre image qui peut aider. Pour moi, cette alchimie aussi, on peut utiliser l'image du diamant. C'est-à-dire que moi, si je suis un explorateur et que je suis en quête de diamants, et que je vais dans les mines,
souvent, d'abord, je vais rencontrer quelque chose de grossier, sombre, qui entoure le diamant. Et d'ailleurs, je suis peut-être même pas sûre qu'il y a un diamant à l'intérieur. Et en fait, j'ai quelque chose comme ça qui me dit peut-être, ah, il y a peut-être un diamant à l'intérieur. Et c'est quelque chose de grossier. Et en fait, je vais prendre mon petit marteau ou mon petit, enfin, voilà, je sais pas le terme qu'utilisent les professionnels. En fait, je vais taper dessus et ça va s'effriter. Donc toute cette noirceur, tout ce qui entoure va s'effriter petit à petit. Et ça va disparaître et ne va rester que le diamant à l'intérieur. Et pour moi, le travail psychologique et ou spirituel va être là, c'est-à-dire d'attaquer quelque part cette partie sombre, dense, lourde, qui n'est pas négative en soi, qui a le mérite d'être là, qui a sa raison d'être, mais qui cache le diamant. Donc je me permets d'aller rencontrer cette partie sombre pour la faire tomber, pour que le diamant puisse être découvert et qu'on puisse découvrir sa beauté. Et l'être humain, c'est la même chose. On est tous comme ces diamants. Enfin, pour moi, tous les êtres humains, ce sont des diamants, mais souvent, on a cette masse dense autour qui fait qu'on ne perçoit pas le diamant à l'intérieur de chaque personne. Et par le travail psychologique et spirituel, on attaque petit à petit cette couche dense à l'extérieur qui recouvre, et cette couche dense peut s'effriter, s'écrouler, et le diamant surgit. Et c'est ça pour moi le travail alchimique, c'est de permettre qu'on découvre le diamant à l'intérieur de soi et, ou à l'intérieur des autres. Tu parlais tout à l'heure de la noirceur qui a sa raison d'être. Oui, Pour certaines personnes, c'est une façon de se protéger de quelque chose, oui, un secret, un oui. traumatisme qu'on a envie d'oublier et qui vient protéger ce traumatisme. Dans ton travail, comment tu abordes la chose pour lorsqu'on enlève cette protection, qu'est-ce qui arrive ensuite? Oui. Alors c'est vrai, ce que tu mentionnes, c'est que euh, ce qui se passe, c'est que ce diamant, bon, il est à l'intérieur de chacun de nous et on a tous cette couche autour, hein, qui est plus ou moins épaisse selon les personnes. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vécu toute notre vie avec cette couche épaisse. Et donc, quand on invite la personne à aller enlever cette couche, et ben, le premier réflexe de la personne, c'est de dire non, je ne veux pas. Et moi, quand je fais ce travail d'accompagnement en disant à la personne, mais allons chercher ensemble ce diamant intérieur, la personne, elle me dit non. Et ce qu'on appelle un mécanisme de défense qui est très logique. Et souvent, il y a toute une étape où je dois rassurer la personne pour lui dire, ok, ça va être bizarre pour toi parce que tu es tellement habitué à vivre avec ta carapace, tu es tellement habitué à vivre dans ton secret ou avec cette protection. Euh, pour le moment, c'est difficile d'envisager d'abandonner cette carapace. Donc, il y a en effet toujours un moment un petit peu délicat en thérapie où tu dois inviter la personne à avoir un peu confiance dans le processus, à accepter de lâcher cette carapace, cette couche externe noire, euh, en sachant qu'elle va rencontrer ce diamant après. Mais il y a des personnes qui ne le souhaitent pas, hein. Il y a des personnes qui sont complètement attachées à leur couche extérieure, qui est dense, qui est voilà, à laquelle elles sont identifiées en croyant que c'était leur personnalité qui était comme ça et qu'il n'y a aucune raison que ça change. Et il y a des personnes qui resteront toute leur vie attachées, accrochées à cette personnalité, voilà, qui ne voudront jamais faire la démarche d'aller chercher le diamant à l'intérieur. Voilà. Ça, voilà. Il y a des personnes, on doit absolument respecter ça, qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller chercher le diamant à l'intérieur et qui ne veulent pas le voir à l'intérieur d'eux, mais qui ne veulent pas le voir à l'intérieur des autres également. Mais en tout cas, ce processus est accessible pour tout le monde. Et pour moi, c'est ça, ce travail d'alchimie qui est extraordinaire, de voir comment cette couche extérieure se défait, tombe. Et après, quand il y a le diamant qui se révèle, c'est d'une beauté absolue de voir quand la personne se relie enfin à son diamant intérieur, qu'elle sent qu'il y a ces vibrations hautes, qu'il y a cette énergie de joie, de paix, et que c'est à l'intérieur de soi et qu'à partir de là, on peut être connecté tout le temps à ça. Et c'est magnifique à observer. Et j'imagine que pour le coup, ça peut être contagieux. Euh, disons que quand on a découvert le diamant à l'intérieur de soi, on a envie que les autres découvrent le diamant à l'intérieur. Et du coup, maintenant que je parle de ça, ça me renvoie au sujet suivant, c'est que
ce qui est extraordinaire quand on contacte vraiment le diamant qui est à l'intérieur de soi, on va contacter ce qui est unique à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que mon diamant, à moi, il est différent du tien. Alors symboliquement, on pourrait dire le mien, par exemple, il est plus jaune que le tien qui est plutôt vert, que celui de mon voisin qui est plutôt violet, que celui de l'autre voisin qui est plutôt rose. En fait, on a tous un diamant qui est unique. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est absolument unique, que personne d'autre sur la planète a identique. Et si je me relie vraiment à mon diamant, que je peux sentir de quoi il est composé, que je peux sentir sa vibration unique, alors là, j'arrive à connecter quelque chose qui est de l'ordre de la mission de vie. C'est-à-dire que là, je pars sur, c'est-à-dire je me suis incarnée pour pouvoir sentir quel était mon diamant à moi et sentir comment ce diamant a envie de rayonner vers l'extérieur, comment j'ai envie de, sur Terre de révéler qui je suis, quel est mon diamant et j'ai envie de le montrer aux autres. Et il peut y avoir ce moment que je considère vraiment hautement sacré où je vais pouvoir me connecter à ce diamant et je vais dire waouh, mais en fait, c'est ça que je suis venue vivre sur Terre. Et c'est de cette façon-là que j'ai envie de l'expérimenter. C'est ça que j'ai envie de montrer de moi aux autres. Et ça, c'est infiniment précieux parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de savoir pourquoi je suis venue sur Terre, quel est le but de ma présence sur Terre. Et ça met évidemment dans une joie incroyable qui est incomparable à tout le reste. Est-ce qu'on ressent cette pureté de diamant? Est-ce qu'il existe des faux diamants? On pense avoir trouvé notre diamant et comme tout à l'heure, on s'est construit autour d'une personnalité, autour de la chose noire, en croyant que c'était notre personnalité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on trouve le diamant et comment est-ce qu'on peut être sûr que ce soit vraiment le vrai diamant? Alors c'est possible que le diamant, plus on va au cœur du diamant, plus on touche quelque chose d'indescriptible, où les mots n'ont presque plus de sens. Par exemple, quand on est dans un état de pure méditation ou d'éveil, certains vont utiliser ce mot-là, on va toucher quelque chose qui est tellement subtil, euh, qui est plus que de l'ordre de la conscience. Donc ça devient difficile de mettre des mots là-dessus. Mais en tout cas, on peut sentir qu'on est envahi. Enfin, souvent, dans ces moments-là, on perd la notion du corps et on est juste envahi par quelque chose d'infiniment joyeux. Et on a cette sensation que beaucoup expérimentent de n'être plus qu'amour et de ressentir qu'il y a de l'amour partout et qu'on est absolument connecté à tout ce qui nous touche et cette notion d'unité avec tout ce qui est. Voilà. Ces moments sont souvent brefs, et quand on revient des fois dans la densité de cette expérience sur Terre, il peut y avoir une impression de oh mince, j'étais tellement bien quand j'étais dans cet état. Mais ça fait partie de l'expérience de vie. Voilà. Il y a des personnes qui arrivent à rester dans cet état-là longtemps, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, c'est accessible. C'est vraiment accessible pour tous. Et jusqu'à quel point ça peut changer la vie complètement? J'imagine que la routine est anti-découverte du diamant. Euh, Déjà, quand on a découvert ou quand on sent ce diamant à l'intérieur de soi, il y a plein de choses qui changent dans la vie parce que on aura envie de poser des actes différemment. Par exemple, on va trouver que son emploi n'a plus du tout de sens parce qu'il n'est pas en accord avec la vibration de ce diamant intérieur. Donc on risque de s'éloigner certaines personnes, on risque de changer de travail. Mais tout ça se fait de manière sereine parce que quand on se sent relié à son diamant intérieur, on agit en fonction et voilà, on pose des actes en fonction de ça et c'est ok. Donc il y a des changements de vie qui en découlent, bien sûr, mais ça reste joyeux. Dans un contexte comme le nôtre actuellement, qui est lié beaucoup à la peur, euh, avec donc le coronavirus, est-ce qu'il y a un moyen d'aller chercher ce diamant? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer justement par rapport à la situation pour aller rencontrer ce diamant?
Alors déjà par rapport à la situation actuelle, je dirais que les personnes qui sont connectées avec leur diamant intérieur, qui ont l'accès à, à leur nature profonde, vivent la situation actuelle avec beaucoup de sérénité. Euh, L'image que j'ai et que j'utilise aussi beaucoup, c'est un peu le phare au milieu de la tempête. Donc les gens qui, actuellement, j'observe d'ailleurs ceux qui vivent bien la période actuelle, sont des personnes qui ont fait ce travail sur eux de faire un travail de déconditionnement, un travail psychologique, un travail spirituel, et qui sentent en eux toujours cette lumière. Et quand on sent cette lumière en soi, cette force en soi, quels que soient les événements extérieurs, on se sent fort. C'est voilà, c'est l'image du phare dans la tempête, c'est l'image de l'arbre qui est fort, qui est stable, quel que soit le climat autour de lui, que ce soit en printemps, en hiver, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait de la tourmente, il est fort. Et donc par rapport à la situation actuelle, je dirais que les personnes qui ont fait ce travail euh, vivent de manière sereine ce qui est en train de se passer parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est calme et serein et qui est au-delà de la peur. Ce qui n'empêche pas qu'à l'extérieur, en effet, c'est le branle-bas de combat. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on vive dans une situation où tout le monde est serein et calme. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de menaces pour nos libertés. Hein. En tout cas, il y a des projets qui peuvent être considérés comme liberticides. Donc, il y a une invitation pour chacun à se relier à sa part lumineuse à l'intérieur pour rester dans cette sérénité. Et en même temps, comme j'invite les personnes à avoir le courage, hein, parce qu'il faut du courage pour aller rencontrer à l'intérieur de soi les parties sombres, les monstres intérieurs, je considère qu'il faut aussi avoir du courage pour observer ce qu'il y a autour de nous et oser voir qu'il y a quand même là aussi à l'extérieur de nous des forces plutôt lumineuses et des forces plutôt sombres. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais je pense que le même courage qu'on peut avoir en thérapie d'aller voir en soi ces parties sombres, on peut l'avoir aussi en observant la réalité, hein, cette réalité des trois dimensions. Regarder ce qui se passe autour de nous et reconnaître quand même qu'il y a des forces plus lumineuses que d'autres. Et quand on fait face à une réalité qui peut sembler plus sombre, alors il n'y a pas besoin d'être dans le jugement et d'être dans la guerre avec cette ombre, mais je pense qu'on peut faire exactement le même travail qu'en thérapie, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à quelque chose qui peut représenter l'ombre et avec la même force se positionner face et quelque part la regarder droit dans les yeux, avec cette force intérieure, avec cette lumière intérieure et regarder cette expression de l'ombre droit dans les yeux. Euh, et j'ai absolument, en tout cas toujours observé et absolument foi dans le processus que la lumière est toujours plus forte que l'ombre. Dans une salle obscure, complètement sombre, il suffit qu'on allume un briquet et qu'il y ait une petite flamme pour que ça illumine toute la pièce. Et j'ai la confiance, enfin en tout cas j'ai toujours expérimenté ça, qu'un peu de lumière est beaucoup plus forte que beaucoup d'ombre. Et je crois que dans la situation actuelle, nous sommes en train de découvrir des personnalités qui représentent un peu ces ombres. Et je crois qu'on peut vraiment les regarder avec la même énergie, en fait, de les regarder vraiment dans les yeux et avoir le courage d'être face à ces personnes et avec toute la lumière intérieure, faire confiance qu'à un moment donné, la personne en face va être complètement désarmée. Et j'ai expérimenté et vu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui se sont retrouvées dans des situations incroyables où, par exemple, un ami me racontait qu'il s'est retrouvé attaqué devant le garage et avec une personne qui est venue et qui lui met directement le couteau sous la gorge et sur le point enfin voilà, de le blesser, voire de le tuer. Et cette personne se connecte avec l'amour infini qu'il y a dans son cœur et en étant dans cette connexion avec l'amour en soi et en regardant la personne droit dans les yeux, tout d'un coup la personne en face est complètement désarmée, elle lâche son couteau et s'enfuit. Et je pense que aujourd'hui il y a
il y a la possibilité de vivre la même chose au niveau, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que les monstres intérieurs ou les monstres extérieurs, il faut absolument avoir confiance dans le fait qu'on porte plus de lumière que tout ce qui peut ressembler à de l'ombre. Toujours dans ce contexte effectivement du coronavirus, donc tu parlais tout à l'heure d'actes liberticides. Donc quelqu'un qui voudrait combattre ces actions liberticides, comment peut-il allier ce combat avec l'amour intérieur? Est-ce que c'est pas Contradictoire. contradictoire? Mm. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est quand on souhaite agir à l'extérieur, qu'on sente d'où part le mouvement. C'est-à-dire, avant que je parle, avant que je parle et que je pose un acte, sentir d'où ça part. Est-ce que ça part d'un endroit de moi qui a peur ou qui est en colère ou qui est en souffrance ou qui est dans le combat, la rébellion parce qu'il faut, parce que c'est une manière de m'affirmer? Ou est-ce que mon action, ma parole part d'un endroit en moi qui est calme et serein? Pour moi, tout acte qui va être posé vers l'extérieur doit partir, enfin devrait partir, ou peut en tout cas partir de cet endroit à l'intérieur qui est calme et serein. Donc je peux poser un acte, le même acte en fait peut être posé, mais pour certaines personnes ça partira d'une énergie de peur et pour d'autres ça partira d'un endroit qui est serein à l'intérieur de moi. Euh, Parce qu'on a l'impression des fois que parce qu'on est connecté au diamant intérieur, parce qu'on a accès à une source d'amour infini à l'intérieur de soi, qu'il ne faudrait pas poser des actes à l'extérieur de soi. Ce serait un peu trop caricatural. Par exemple, si je me retrouve, je me balade dans la rue et tout d'un coup j'assiste à une scène où je vois un père de famille qui est en train de tabasser son enfant. Et bien là, moi, au fond de moi, ça me semblera juste d'intervenir, de faire arrêter euh, d'intervenir en fait, de ne pas permettre que cela continue. Donc là, je vais poser un acte qui sera peut-être un petit peu violent parce que peut-être que je m'interposerai, je séparerai les deux personnes, peut-être que je mettrai un cri, mais ça partira d'un espace en moi qui veut préserver la vie, qui veut aller dans le sens de la vie. Et donc, ça n'empêche pas, euh, quand on est relié à ce diamant intérieur, parce que c'est l'image qu'on a utilisée, de poser des actes, des fois, qui peuvent sembler un peu guerriers ou un peu puissants. Donc, je crois que c'est surtout intéressant de sentir d'où par nos paroles, d'où partent nos actions. Voilà. Et par rapport à l'actualité, pour ceux qui se sentent dans le besoin de poser des actes, là aussi sentir d'où ces actes partent. Est-ce que c'est juste une rébellion, une agressivité extérieure que j'ai envie de manifester? Ou est-ce que ça part d'un espace en moi qui a envie de préserver la vie, qui a envie du respect de l'humain, respect de la terre? Voilà. Donc sentir d'où l'action émerge. Et si ça émerge d'un endroit qui est calme, serein, paisible, je pense que l'action est juste. Pour ceux qui pensent que la prudence et les peurs aident à la survie, Oui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à cette lumière? Parce qu'il faut avoir confiance quand même. oui, oui. Alors, là, tu me parles des peurs. Pour les peurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les peurs ont leur utilité, hein. Elles sont pas, il ne faut pas absolument rejeter toute peur et considérer qu'avoir peur, c'est pas être spirituel ou pas être. Euh, voilà. La peur est nécessaire. Par exemple, quand je veux traverser la route, c'est très bien quelque part que j'ai un peu de peur euh, qu'une voiture ou un camion arrive. Le fait que j'ai un peu de peur et que je pense à ma survie, ça m'empêche de me lancer sur la route et de me faire écraser. Donc, la peur a une utilité, en tout cas en termes de survie, c'est vrai. Après, il faut distinguer la peur qui est alimentée mentalement. Je ne sais plus les chiffres, mais je crois que c'est à peu près seulement entre 5 et 10% de nos peurs qui sont fondées vraiment et qui ont raison d'être, où vraiment notre survie est menacée. Mais dans le reste du temps, les peurs sont que mentales, ne partent que de croyances qui sont souvent complètement erronées.
Donc quand on est dans une peur, pour moi, il y a nécessité de s'arrêter et d'observer sa peur et d'observer d'où elle vient. Et souvent, ça vient d'une pensée qui est fausse. Voilà. Et peut-être pour finir, j'aurais envie de dire que cette rencontre de la lumière et de l'ombre, c'est peut-être même le processus même de ce que, de ce que vit chaque être humain quand il s'incarne. Euh, Quand on s'incarne dans la matière, dans quelque chose de dense, quelque chose de lourd au niveau énergétique. Et je pense que euh, cette rencontre de la lumière et de l'ombre, c'est la rencontre de la conscience qui vient animer la matière, la densité. Et je crois que le travail qu'on peut accepter de vivre, d'expérimenter, ou l'expérience qu'on peut accepter, c'est de permettre à ce que la conscience, la lumière, descende dans la matière, vienne euh, à l'intérieur de nous, comme rencontrer chaque endroit qui est dense et qui est lourd à l'intérieur, pour permettre cette alchimie intérieure. Merci.